Bonjour à tous. Alors, donc dans cette table ronde, on va avoir trois intervenants. Alors, que je vais laisser se présenter en une phrase. Donc, Antoine Pétel. Bonjour à tous, donc je suis Antoine Pétel. J'ai soutenu une thèse en droit de l'Union européenne sur les données et le numérique. J'ai notamment évoqué la question de la relation entre l'IA et les données. Bonjour Thierry Curial, chercheur chez Orange en intelligence artificielle, en particulier autour de l'interaction humain-machine conversationnelle. Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Guillermin, moi je suis physicien dans une première vie repenti et révolue, très largement, et philosophe plutôt des sciences dans une seconde partie, et du coup je m'intéresse aux questions philosophiques et éthiques qui sont liées à l'intelligence artificielle et aux nouvelles technologies plus largement. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Manuel Zaclade, professeur du CNAM en sciences de l'information et de la communication. Donc, je vais un petit peu introduire cette table ronde et puis après, je vous donne la parole et on vous donne la parole. Donc, je vais faire cette introduction sur la base de l'article qu'on a écrit avec Antoinette Rouvroy, qui est vraiment une grande spécialiste de l'IA connexionniste, sur l'éthique située de l'IA. Et j'espère que ça mettra un petit peu en tension vos différents exposés. Donc en gros, alors on n'est pas sur ChatGPT de manière spécifique, hein, on est plutôt sur ces applications de l'IA qui affectent lourdement la vie quotidienne de beaucoup de personnes, hein, l'accès aux services bancaires, aux assurances, à l'emploi, à la justice, à l'orientation scolaire, voilà, toutes les recommandations d'information et de produits de loisirs. Donc c'est ça qu'on visait principalement. Et donc, effectivement, beaucoup des algorithmes d'IA dites connexionnistes, donc les fameux réseaux de neurones. Et donc, dans ce texte, on oppose un peu deux visions de l'éthique. Hein. Une éthique qu'on appelle externe, qu'on critique, au bénéfice d'une éthique qu'on appelle située, qu'on essaye de défendre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette éthique externe? Eh bien, c'est celle qui est revendiquée par les grands projets européens, par les décideurs, par les gouvernements, où on dit, voilà, il faut absolument, dans un projet, avoir des éthiciens qui vont donner des principes pour orienter le développement. Par exemple, on a un projet, maintenant c'est assez clair que la plupart des projets de développement basés sur l'IA, dans les exemples que je citais, ont beaucoup d'externalités négatives, de biais, etc., etc. Et donc on va chercher à limiter les effets indésirables de cette technologie qu'on cherche à introduire. On va essayer de réguler, on va essayer de faire des calculs éthiques, un peu comme les dilemmes du tramway, là, où on se projette dans des situations imaginaires, où un tramway risque d'écraser tantôt une maman et son bébé, tantôt trois jeunes hommes, et puis bon, qu'est-ce qui vaut mieux qu'elle écrase et tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on conteste dans ces approches, hein, c'est qu'on part toujours d'une situation dans lequel il va de soi qu'il faut recourir à cette technologie, hein, ce qu'on appelle le caractère inéluctable de la technologie, que cette technologie va apporter globalement d'énormes bienfaits. Alors dans le cas de l'IA connexionniste, ces croyances sont beaucoup basées, voilà, sur la soi-disant supériorité des raisonnements de l'IA sur les raisonnements humains, sur sa capacité, sur la capacité à s'appuyer sur des données soi-disant objectives. On a déjà débattu de ce point tout à l'heure. Et donc, en fait, voilà, on attend des éthiciens qui limitent les inconvénients de cette technologie, qui de toute façon, voilà, c'est dans l'histoire c'est dans la. On peut pas faire autrement. Hein, je sais plus. C'était Yann qui me disait que Yann LeCun expliquait qu'on était dans un grand moment de renaissance. Je sais plus exactement quels étaient les termes, qu'on pouvait pas faire autrement, que si on passait à côté, voilà. Bon. Ça, c'est l'éthique externe. C'est d'ailleurs aussi des choses qu'on retrouve dans tous ces projets, vous savez, où on fait intervenir les SHS dans une logique d'acceptabilité. Hein, c'est-à-dire qu'on est un peu des faire-valoir. Il y a un projet technologique qui a été défini, puis on se dit, ce serait bien d'avoir un peu des sociologues, des ergonomes et tout pour le faire accepter, ou des communicants. Hein. Alors, nous, on oppose cette approche de l'éthique externe, hein, qui pourrait ressembler à de la morale, si vous voulez, avec une perspective qu'on appelle éthique située, dans laquelle, en fait, on considère qu'il faut revenir à la situation problème, revenir à la question de qu'est-ce qu'on cherche à traiter avec cette technologie. Hein. Donc, considérer qu'on est absolument opposé à l'approche TINA, vous savez, there is no alternative, hein, l'approche de Margaret Thatcher, et qu'il faut recourir à deux approches indispensables. D'une part, ouvrir des controverses sur quelle est la technologie la plus adaptée à déployer, et d'autre part, définir un public intéressé, concerné, en mesure de participer au sens de John Dewey.
Alors, donc, je ne vais pas être trop long, mais vous trouverez dans l'article, on pourra en parler dans les questions, toute une série de controverses pluridisciplinaires qu'il nous semble nécessaire d'ouvrir quand on convoque cette éthique située. Alors, il y a en fait, voilà, en gros, hein, l'idée, c'est que on ne laisse pas les éthiciens seuls face aux physiciens, mais on fait appel à toute la richesse des sciences humaines et sociales dans leur diversité, allant du droit, de l'épistémologie, de la psychologie, de la voilà. Et alors, les controverses qu'on cite, c'est les croyances dans le domaine de la culture numérique sur la supposée supériorité de l'intelligence artificielle, les impacts sur l'emploi dont on a beaucoup parlé, les conséquences sur le travail et l'organisation du travail, là aussi il y a des controverses très riches, les conséquences sur la citoyenneté, la diversité, l'égalité des chances, les controverses autour de la participation des usagers et des non-usagers, parce que les non-usagers sont aussi impactés aux choix techniques, et enfin toutes les controverses autour de la neutralité carbone qui ont été largement abordées, notamment par Dominique ce matin. Et donc, premier principe de cette éthique située, c'est-à-dire se dire, est-ce que vraiment cette technologie est la bonne solution telle qu'elle a été définie? Ouvrons le débat avec ces perspectives pluridisciplinaires, et ouvrons aussi le débat avec un public au sens de John Dewey, le philosophe. Et je vous rappelle la définition du public donnée par Dewey, c'est l'ensemble des gens ayant un plein accès aux données concernant les affaires qui les concernent, qui peuvent former des jugements communs quant à la conduite à tenir sur la base de ces données, qui jouissent de la possibilité de manifester ouvertement ces jugements, qui ont une autorité en la matière, qui ont une liberté dans les choix des moyens nécessaires à le faire entendre, via l'opinion publique, presse, internet, associations, débats publics, ainsi de suite. Tout ça, c'est le public concerné par une transformation technologique. Et donc, cette autorité du public suppose une liberté d'enquête, une pleine information, une éducation appropriée pour acquérir la compétence d'évaluer les corpus documentaires, voire de les constituer, etc. etc. Donc, vous voyez, ça, c'est dans le public et ses problèmes. Il faut absolument qu'on objective finalement les intérêts des différents acteurs, qui sont des parties prenantes, identifier des solutions envisagées, qui peuvent être les industriels, qui peuvent être les citoyens, qui peuvent être les salariés, etc. etc. Il faut organiser le débat. Donc ça, c'était cette espèce de mise en tension qu'on avait fait entre une approche comme ça un peu externaliste de l'éthique, dans lequel on considère que la technologie est là de toute manière et que nous n'avons plus qu'à trouver des manières de corriger ces biais. Alors Antoinette Rouvroy a toute une série de critiques très profondes sur les possibilités d'expliquer des raisonnements issus de l'IA connextionniste. Selon elle, c'est par construction impossible en fait. Et puis de l'autre côté, cette éthique située dans laquelle on repose les problèmes. Alors bien sûr, c'est très compliqué parce que l'éthicien situé, c'est pas celui que va aller chercher l'industriel. Donc il y a toute une question de comment est-ce qu'on peut arriver à introduire ces pratiques dans les projets que nous aborderons peut-être. Alors justement, donc, on va commencer par savoir finalement ce que l'Europe nous dit de la régulation. Et donc Antoine, je te donne la parole. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour leur travail pour la préparation de ces 2 jours et de m'avoir invité à intervenir sur ce sujet. Donc, mon intervention va porter sur les règles en matière d'intelligence artificielle au niveau européen. Tout d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est de quelle Europe parle-t-on ? Actuellement, il y a 2 projets de législation qui sont en cours de négociation. D'un côté, le projet mené par l'Union européenne, donc l'Europe des 27, et de l'autre côté, on a l'Europe de la Grande Europe, un projet de législation du Conseil de l'Europe. Moi, mon intervention va se concentrer sur le premier projet, donc c'est la négociation du règlement sur l'intelligence artificielle, qui a une finalité double, à la fois économique, promouvoir le développement du marché intérieur, et à la fois assurer la protection des valeurs et des droits européens. Le deuxième projet, lui, a une finalité surtout droit de l'homme. Il n'a pas une vocation économique. Donc, quel est le contexte du projet de règlement sur l'intelligence artificielle ? Donc, tout d'abord, la difficulté de mon intervention, c'est que potentiellement tout ce que je peux vous raconter aujourd'hui dans les 10 prochaines minutes est susceptible de changer dans les semaines qui suivent. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui n'est pas encore adopté, ce n'est pas du texte, c'est pas encore définitif, c'est juste un projet de réglementation dont les négociations vont potentiellement aboutir en décembre ou janvier 2024. L'Europe travaille sur l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. Il y a notamment une communication qui a été citée ce matin sur comment faire les lignes directrices pour une intelligence artificielle éthique et digne de confiance, qui date de 2018. Mais le vrai tournant dans la réglementation européenne, c'est 2020, où la Commission européenne, nouvellement nommée en 2019, a érigé en priorité politique
le développement d'une réglementation sur le numérique avec en point d'orgue l'intelligence artificielle. C'est la fameuse promesse d'Ursula von der Leyen d'avoir un projet de réglementation dans les 100 premiers jours de son mandat. Promesse qui s'est avérée impossible à tenir, notamment parce que le sujet est tellement complexe que son administration lui a fait comprendre très vite que c'était impossible. Donc on a transformé l'essai côté Commission européenne en publiant un livre blanc le 19 février 2020, qui s'est avéré un petit peu une première étape pour ensuite publier un projet de règlement le 21 avril 2021. Donc ce projet de règlement publié le 21 avril 2021, c'est le fameux Artificial Intelligence Act. Je précise que c'est un règlement au niveau européen et au niveau juridique. C'est très important de bien comprendre la distinction entre règlement et directive, parce qu'un règlement, c'est comme le RGPD, c'est une règle européenne qui va venir s'appliquer directement à vos organisations. Donc toutes les règles dans le texte européen vont s'appliquer à vous avec les interprétations potentiellement reprises par le juge européen. Ensuite, c'est une négociation qui est extrêmement compliquée. Là, ça fait plus de 2 ans qu'on y est. Elle est extrêmement compliquée. Pourquoi ? Parce que le texte sur l'intelligence artificielle a soulevé de nombreux clivages. Vous avez un premier clivage qui est entre la position du Conseil de l'Union européenne, donc qui représente les États membres, et un clivage entre le Parlement européen, qui représente plutôt les citoyens européens. Donc premier clivage. Deuxième clivage, c'est plutôt les promoteurs d'une innovation. Il faut assurer la capacité de l'Europe pour innover en matière d'intelligence artificielle, et qui s'oppose évidemment à ceux qui veulent plutôt une protection des consommateurs et des citoyens européens. Vous avez encore des questions qui sont extrêmement très clivantes, notamment la reconnaissance à distance biométrique, où là on a très clairement au niveau société, on a l'absence de compromis en fait, donc tout simplement cette absence de compromis se répercute dans les négociations européennes. C'est aussi une négociation qui a été très instable, notamment parce qu'il y a des technologies qui sont sorties après le 21 avril 2021 et qui ont tout simplement remis en question la pertinence du texte publié en 2021. L'exemple typique, c'est ChatGPT, la nouvelle version sortie en mars 2023, où tout le monde un petit peu en Europe s'est posé la question, est-ce que vraiment le texte européen mis sur la table en 2021 répond vraiment à cette problématique ? Si ça ne répond pas à cette problématique, c'est peut-être que le texte est mal fait et donc qu'il faut reprendre du début l'élaboration des règles européennes. Donc une négociation difficile et instable. Cependant, une négociation qui potentiellement peut aboutir le mois prochain ou janvier 2024, parce qu'il y a une pression politique extrêmement forte pour que le texte aboutisse. La présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne veut ajouter la négociation et l'aboutissement de ce texte dans son bilan. L'Europe veut être le premier bloc politique au niveau mondial à adopter une législation générale sur l'intelligence artificielle. Et tout simplement, une raison très pratique, c'est que les élections européennes auront lieu en 2024. Si le texte n'aboutit pas avant février 2024, on reporte à 1 an et demi les négociations. Et là, on pourrait quasiment repartir de zéro parce que toute la machine européenne sera mise en pause. Ce fera le temps pour la remettre en œuvre et potentiellement les décideurs vont changer. Donc, c'est soit maintenant, donc dans les semaines qui suivent, soit il va falloir attendre beaucoup plus de temps pour qu'on ait un texte européen sur le sujet. Maintenant, à quoi s'applique le règlement sur l'intelligence artificielle ? Déjà, la Commission européenne s'est heurtée à un premier problème et peut-être le plus gros problème auquel elle s'est heurtée, c'est définir l'IA. Sachant qu'au niveau académique, il n'y a pas de définition communément admise sur qu'est-ce que l'IA. Donc évidemment, pour un juriste, c'est compliqué de faire un texte sur un domaine dont on n'arrive pas à définir l'objet même. Donc la Commission européenne s'en est sortie en contournant un petit peu la question. Elle ne définit pas ce qu'est l'IA, elle reprend la notion de système d'intelligence artificielle qui est issue des travaux de l'OCDE. Je vais résumer très brièvement la notion de système d'IA. C'est un logiciel qui est développé selon différentes techniques ou approches et qui permet de générer différents contenus, des recommandations, répondre à des objectifs tout en interagissant avec son environnement. C'est une définition très sommaire, mais vous pouvez reprendre dans le texte la définition précise. Donc au début, cette définition, elle est évidemment extrêmement étendue et selon certains experts, en fait, une feuille Excel tout simplement pouvait rentrer dans cette définition, ce qui était beaucoup trop large en termes de champ d'application. Donc il faut s'attendre à l'issue des négociations, peut-être en mois de décembre,
a une définition finale qui est beaucoup plus restreinte et qui se concentre aux applications d'IA les plus sensibles au niveau société et au niveau économique. À qui s'adresse maintenant le projet de règlement sur l'IA? Donc il y a 4 acteurs qui sont identifiés, le fournisseur, l'importateur, le distributeur et l'utilisateur. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces 4 acteurs peuvent être à la fois dans le secteur public, une administration, un établissement public, une école, ou dans le secteur privé, une association, une entreprise. Donc il n'y a pas de clivage comme en France on l'entend beaucoup entre les entreprises et les administrations. Là c'est vraiment des logiques fonctionnelles. Une administration et une entreprise peuvent être traitées de la même façon si elles ont une même fonction. Le fournisseur, c'est la personne qui met sur le marché ou en service un système d'IA pour son propre compte. Donc c'est lui qui va, j'y reviendrai juste après, qui va endosser les plus fortes obligations juridiques. L'importateur, c'est la personne qui met sur le marché ou en service un système d'IA pour le compte d'une personne qui n'est pas établie dans le marché intérieur. Donc c'est par exemple une personne qui met sur le marché européen un système d'IA à disposition pour le compte d'une entreprise chinoise ou américaine. Troisième acteur, c'est le distributeur. C'est une personne qui est au sein de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et qui va utiliser un système d'IA sans en changer les propriétés et qui va l'intégrer par exemple à un service ou un produit qu'il va ensuite mettre sur le marché ou à disposition. Et enfin, dernier acteur, c'est vous ou moi qui, à des fins professionnelles, nous allons utiliser un système d'IA. Et donc là, on va avoir aussi des obligations, par exemple de surveillance, de vérification du système d'IA. J'en viens maintenant au cœur du projet de règlement sur l'IA, c'est-à-dire la logique par les risques qui est adoptée au niveau européen. Donc la Commission européenne a adopté cette logique par risque. Le but, c'est quoi? C'est que quand l'utilisation du système d'IA présente les plus forts risques, les risques les plus élevés, on va lui aligner une obligation juridique la plus forte. Donc 4 catégories sont distinctes. La première catégorie, c'est les risques inacceptables. Donc il y a certaines finalités qui sont tout bonnement interdites. C'est par exemple le scoring social, donc la notation sociale, dont l'Europe ne souhaite interdire au niveau européen. On a par exemple aussi l'exploitation de vulnérabilité de personnes ou de groupes de personnes. On pense par exemple à des personnes en situation de handicap. Ou encore, autre finalité interdite, c'est par exemple les systèmes d'IA qui visent à manipuler les personnes. Donc, pour cette première catégorie qui présente le plus fort risque, principe d'interdiction. Deuxième catégorie, c'est les systèmes d'IA à haut risque, qui sont définis de 2 manières. Soit c'est par des législations sectorielles existantes, où là, le système d'IA va être déjà en fait réglementé, et selon certaines conditions, il va rentrer dans la catégorie système d'IA à haut risque. Deuxième manière de les définir, qui n'est pas concurrente, hein, c'est cumulatif, ça va être des systèmes d'IA qui vont être utilisés selon certaines finalités. Donc l'exemple typique, c'est par exemple des systèmes d'IA utilisés pour sélectionner des personnes pour intégrer des formations universitaires ou professionnelles. Si ce système d'IA a cette finalité, alors c'est un système d'IA à haut risque et on va lui imposer des obligations juridiques très contraignantes. On descend à la troisième catégorie, c'est les risques limités, où là, par exemple, c'est notamment les chatbots qui apparaissent sur les sites internet. Il faut tout simplement avoir des obligations de transparence en indiquant que le système d'IA, le chatbot n'est pas une personne physique, on ne dialogue pas avec une personne physique, mais c'est évidemment un logiciel. Ça, c'est notamment plutôt nécessaire pour les personnes qui n'ont pas forcément une grande habitude avec les outils numériques, donc il faut des obligations de transparence. Dernière catégorie, donc là on n'a pas d'obligation juridique. Par contre, la Commission européenne a souhaité engager des codes de conduite, donc inciter les entreprises à elles-mêmes se respecter les obligations des autres catégories sur la base du volontariat. Donc en espérant que si l'entreprise le fait, ça crée un modèle, un exemple, et donc tout le monde le fasse. Quelles sont les obligations? Et j'en terminerai par là. Donc, c'est la deuxième logique principale du règlement sur l'IA, c'est donc la logique de conformité. Si vous êtes une organisation qui souhaite mettre sur le marché ou à disposition un système d'IA, vous allez vous-même devoir vous contrôler le fait que vous répondez bien aux exigences essentielles prévues dans le règlement. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de toquer à la porte d'une autorité publique en lui disant « j'ai besoin d'une déclaration préalable » afin de mettre sur le marché mon système d'IA. Donc c'est vous-même qui êtes votre propre contrôleur.
Donc cette logique, c'est la même que pour le RGPD. Et elle offre un avantage, c'est que c'est très flexible en fait. Les autorités publiques n'ont pas la capacité d'autoriser tous les systèmes d'IA mis en œuvre sur le marché intérieur. Cette logique de conformité, elle pèse surtout sur le fournisseur qui va devoir répondre à tout un tas d'exigences essentielles. Par exemple, est-ce que mon système d'IA est suffisamment robuste? Est-ce qu'il est suffisamment armé pour lutter contre les cyberattaques? Est-ce que les données utilisées pour développer le système d'IA ont une bonne répartition de la population cible, etc. etc. La contrepartie de la logique de conformité, c'est qu'on vous fait confiance sur le fait de respecter les obligations. Par contre, si vous ne les respectez pas, on va vous sanctionner assez fortement. Et donc là, pour l'instant, c'est les sanctions qui ont été prévues, parmi les sanctions qui ont été prévues, mais sont susceptibles de changer évidemment durant la négociation. On s'arrête là. Ouais, Comme ça, on va. Donc, merci beaucoup. Et puis, on reviendra sur les 2 points. Alors, on va donner la parole à Mathieu. Et Mathieu, finalement, va aborder des enjeux un peu plus fondamentaux qui font écho à la conférence de Marcello Vitali Rosati ce matin sur le rapport entre humain et intelligence artificielle. Oui, merci beaucoup. Du coup, je vais anticiper parce que de toute façon, la première planche, elle ne sert à rien. Et le titre n'était pas bon, mais merci beaucoup pour l'invitation. Le titre aurait dû être raffiné. Et je vous prie de me pardonner, il ne l'a pas suffisamment été. J'avais mis comment repenser ce que veut dire être humain, ce que signifie être humain au temps de l'IA. C'est plutôt l'intérêt de se poser ce genre de questions-là qui m'intéresse. Donc voilà, comme ça me permet de passer tout de suite à pourquoi cette question. Et c'est un petit peu des évidences, mais alors, dans les derniers règlements, on l'aborde moins comme ça, mais en amont, et ça sera aussi en aval le cas, c'est on va dire on veut garder l'humain dans la boucle, on veut faire de l'humain centré, on veut faire de l'épanouissement humain avec des valeurs humanistes, dans le respect des droits de l'homme. Voilà. Après, il y a les droits fondamentaux, dans d'autres, ça dépend comment on le formule. Et tout ça, derrière, il y a des intuitions au moins de ce qu'on veut dire quand on dit être humain. Un être humain, qu'est-ce que ça veut dire? Et juste pour prendre un exemple que cette question-là, elle n'est pas si évidente que ça, enfin, en tout cas, il faut bien se la poser très finement et je pense de manière située dans tous les sens du terme possible. Voilà, alors je suis remonté plutôt au RGPD, mais il y a l'article sur la décision individuelle automatisée qui dit, je passe les détails, c'est pas dans tous les cas, mais qu'on a le droit d'obtenir une intervention humaine de la part du responsable de traitement. Mais ça veut dire quoi une intervention humaine? Parce que, alors, j'avais mis ça, voilà. Si c'est quelqu'un qui met des coups de tampon, soit n'importe comment, à la limite, mais soit en suivant des grilles de prise de décision algorithmique, vous n'avez pas une intervention humaine. Enfin, c'est pas ça qu'on vise, en fait. Mais du coup, c'est quoi? Et vous voyez que cette question-là, elle demande à être bien précisée en arrière-plan, et c'est loin d'être simple. Bien entendu, au moins nous, dans nos cultures, on a un héritage culturel et politique qui nous vient des révolutions politiques, 1789, et de la modernité, avec l'idée d'émancipation, d'autonomie individuelle, de liberté d'expression. En arrière-plan, il y a l'idée que du coup, les êtres pour être, c'est pas n'importe comment non plus qu'on s'émancipe, c'est par l'usage de sa raison. Il y a des questions de dignité, de responsabilité, de solidarité, que sais-je. Enfin, il y a beaucoup de choses mises dans ces notions, et les dernières lignes ne sont pas forcément aussi fortement attachées à la question de l'humanisme des modernes, quoi. Et même à l'intérieur de l'humanisme des modernes, il y a en fait des humanismes qui sont pas du tout alignés et qui, on pourrait voir justement la tension entre individus, jusqu'à quel point et quand est-ce qu'on arrive dans l'individualisme qui commence à poser problème. Il y a d'autres courants humanistes qui étaient dans le rapport à l'autorité éclairée, des choses comme ça, et ça voulait dire ça plutôt. Donc voilà, c'est pas du tout évident, et je pense que c'est une notion qui est intrinsèquement difficile. Toutes les notions là et la notion de ce que signifie être humain, et c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, sont intrinsèquement difficiles, et qu'en plus elles sont mises en tension spécifique par tout un tas de propositions technologiques qui relèvent de systèmes d'IA, en tout cas de l'informatique de pointe, on va dire. Et j'ai pris quelques exemples, parce que voilà, en 10 minutes, je ne voulais pas rentrer dans plus de détails, mais pour donner des exemples. Voilà, un exemple qui relève de l'IA, la médecine de précision. On va vraiment faire de la caractérisation notamment moléculaire de tout ce qui peut se passer dans le corps d'un patient, mais on peut rajouter tout le dossier médical personnel et tout ce qui est numérisé. De plus en plus permet de prédire les évolutions de manière de plus en plus précise de telle ou telle maladie, de telle ou telle personne. Mais ça, on peut le généraliser. Dans d'autres pays, on trouve, donnez-nous votre... c'est aussi pour collecter de l'information génétique, mais donnez-nous de la salive et on va vous dire quelle maladie vous risquez d'avoir et compagnie. Mais ces choses-là,
je veux dire, c'est en train de devenir vraiment efficace dans de plus en plus de domaines et de manière généralisée, ça ouvre la possibilité à renforcer, parce que ça existe déjà, mais la prédiction de qui va avoir une maladie ou pas. Et du coup, la connaissance que chacun peut avoir de est-ce qu'on va avoir tel ou tel type de maladie ou pas. Jusqu'à présent, les modèles de protection sociale par solidarité, la question, elle se posait que dans l'abstrait, quoi. Enfin, personne n'avait assez d'informations pour pouvoir dire je m'en fous, je fais cavalier seul. Qu'est-ce qui se passe quand on commence à mettre à la disposition de tout un chacun des informations qui permettent éventuellement de dire moi j'ai suffisamment de certitude que j'aurai rien, donc j'ai pas envie de payer. C'est ce qu'on fait pour la couche supérieure des mutuelles ou des choses comme ça. On en prend plus ou moins, avec plus ou moins d'options. Mais il y a une possibilité que ce genre de choses-là, la question concrète se généralise, surtout dans un contexte où les finances publiques sont ce qu'elles sont, et ainsi de suite. Donc vous voyez, et là on va aller attaquer directement à qu'est-ce que ça veut dire alors faire société, qu'est-ce que ça veut dire être humain ensemble, des choses comme ça. Alors j'ai mis quelques éléments autour de toute la question du profilage et du fait d'apprendre qui, c'est le même genre de technique derrière, mais d'apprendre qui est une personne pour lui faire des recommandations notamment de contenu sur Internet, aussi bien pour avoir des moteurs de recherche efficaces, des réseaux sociaux captivants que éventuellement des publicités qui sont efficientes. Il y a bien entendu le problème de la protection de la vie privée et des données personnelles. Ça, quand je discute avec mes étudiants, c'est un peu ça qui ressort en premier. Mais en fait, ça, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Parce que, en fait, ce qui se joue derrière dans ces technologies, pas besoin de nom, pas besoin. Il suffit. L'enjeu avec ce genre de technologie, c'est de profiler en mode telle et telle caractéristique sur tel et tel groupe de personnes égale tel et tel type de comportement d'achat, égale tel et tel type d'intérêt. Et après, n'importe qui va ressembler à ce groupe-là qui a été caractérisé, peu importe qu'on connaisse son nom ou pas, on va savoir qu'il a ces caractéristiques-là, on va prédire avec une bonne chance de succès que telle ou telle chose va l'intéresser. Et donc, on va se retrouver dans des problèmes collectifs de groupes qui passent à travers les questions de données personnelles versus pas données personnelles. Et derrière, on va pouvoir se retrouver avec des problèmes de bulles cognitives. Par exemple, je pense que vous en avez tous entendu parler. Qu'est-ce que ça fait à la société? Qu'est-ce que ça fait à la capacité à devenir pleinement humain de peut-être avoir une information qui n'est pas la même que celle d'autrui, qui est filtrée pour nous faire plaisir, enfin, qui est filtrée comment, quoi. Moi, je ne dis pas que leur recommandation est mauvaise, c'est essentiel, c'est indispensable. Mais comment on le fait pour maintenir une vraie capacité à développer une réflexion commune et des compréhensions partagées de ce qui nous entoure, des problèmes politiques, éthiques et moraux, sans vouloir tous penser la même chose, comment on fait pour penser ensemble. Et on pourrait aussi avoir, tout ça, j'ai un ancien prof, Marc Hunyadi, qui a travaillé là-dessus, c'est redoutable ces algorithmes-là pour anticiper ce qui va pouvoir intéresser quelqu'un. Et là, vous avez la possibilité d'anticiper les envies, les désirs, alors il y a une grosse distinction justement, mais de les satisfaire de manière toujours plus rapide. Et ça peut, si on n'y prend pas garde, contribuer à mutiler un petit peu l'expérience authentique de ce que veut dire être humain dans l'apprentissage de la résistance du monde autour de nous. J'ai envie de choses parce que je les ai pas, justement. Le désir, il travaille sur quand il est satisfait, c'est plus un désir. Et ça, c'est essentiel dans la constitution de l'être humain, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, en tout cas, on va changer fondamentalement qui on est en tant qu'humain si on touche trop fort à des choses comme ça. Donc voilà un échantillon de questions. Je voulais vous le parler aussi, mais je n'ai même pas regardé trop le temps. Des questions de délégation et d'automatisation, bien entendu qu'on va avoir, si on le fait, des gains en performance et en efficacité, mais on peut se retrouver avec des effets déshumanisants, comme, et ça ça a déjà été dit et redit, mais des pertes de compétences, de savoir-faire. On prend le GPS et les gens qui se rappellent ou pas de la carte de Londres, les chauffeurs de taxi, mais bon, on voit bien l'idée. Mais il y a aussi, plus que ça, des risques quand on se mette plus à faire certaines tâches qui permettent de faire des expériences fondatrices. Alors, chacun voit midi à sa porte dans son domaine, mais se confronter à un problème, se confronter à une difficulté, c'est pas forcément pour devenir mathématicien qu'on se casse les dents sur des problèmes de mathématiques à l'école, mais l'expérience de l'échec, l'expérience de la difficulté, ça nous apprend des choses aussi. Et donc ça peut être un enjeu de ne pas l'enlever. Et puis, des tâches ou des actions qu'on automatiserait pas, peut-être, parce qu'on a envie de les faire. On a le droit de dire, mais peut-être même dans le monde économique, on a le droit de dire j'ai encore envie de le faire, même si c'est moins efficace. Enfin, c'est des choses, il faut se poser ce genre de questions-là. Pas pour tout, pas partout, par tout le temps, mais c'est important de le garder en arrière-plan. Et du coup, je pense que par rapport à ce que tu as introduit, il me semble qu'il ne faut vraiment jamais oublier de réfléchir d'abord sur les besoins, sur le pourquoi on mettrait en œuvre tel ou tel moyen technologique, plutôt que de se dire je peux le faire, je peux automatiser, donc j'automatise. Oui, mais j'automatise que si ça fait sens.
que si ça me permet d'être mieux demain ensemble et individuellement. Alors c'est des questions vertigineuses, hein, mais qui sont à mon sens pas du tout antithétiques avec faire du business. Hein. Enfin, je pense qu'une bonne façon de faire du business, c'est de travailler avec ses clients potentiels à leur donner la chose qui va être la plus intéressante pour eux. Et je crois que c'est à peu près mon dernier exemple, parce que tu l'as mentionné, mais je reviens sur l'exemple et le risque. Parce que tu as mentionné l'exemple du dilemme du tramway, qui c'est qu'on écrase, et on nous dit par exemple, attention, l'enjeu éthique, c'est de déterminer qui on doit écraser dans ces cas-là. Mais si on commence à rentrer dans « ah, réfléchissons à ça », ça veut dire qu'on a déjà accepté que c'était OK de prendre des décisions de ce type-là à froid en amont, et qu'on les mettait après dans un calculateur qui allait les redéployer de manière calculatoire. Et ça, c'est pas anodin. Je ne sais pas s'il faut le faire ou il ne faut pas le faire, mais il y a une question en amont qui est éminemment significative de qui on veut être et de qui on va être en tant qu'humain, si on dilue ou pas ce genre de choses-là, si on l'automatise ou pas ce genre de choses-là, avec des problèmes de dilution de responsabilité qui peuvent être dramatiques. Je reviens juste là-dessus, mais peut-être qu'il y a moins d'accidents, mais si personne vit l'accident, ça change quelque chose fondamentalement, et peut-être que c'est mieux qu'il n'y ait pas d'accident et que personne vive les accidents quand il y en a, mais c'est une sacrée différence. Parce qu'il n'y a plus personne qui est « j'ai écrasé quelqu'un ». Ou alors il n'y a plus personne qui est en mode « je suis responsable de ça et j'en souffre d'avoir été responsable ». Et ce genre de choses-là, c'est très très lié aussi à la qualité de ce qu'on va développer, mais ce sont des questions dont on doit se poser. Et donc je reviens pour conclure, on a vraiment une responsabilité partagée, et tu parlais des différents acteurs concernés, du public en général, enfin, définition de public, et moi je rajoute qu'il faudrait arriver à ce que tous les acteurs concernés deviennent publics dans le sens de Dewey ou de Kitcher, enfin, des délibérateurs qui se rapprochent de l'idéal qu'on pourrait imaginer dans une délibération, pour réfléchir ensemble aux besoins, définir les cas d'usage les plus souhaitables, et vraiment avec une réflexion large qui inclut qu'est-ce que ça va dire de nous en tant qu'humains, qui on va devenir en tant qu'humain, et pas seulement souhaitable dans un petit cadre très restreint, et avec une mobilisation la plus large possible de tous les acteurs concernés. Super, merci beaucoup de tenir les délais à ce point. Donc maintenant, on va revenir vers les agents conversationnels avec des applications en grande organisation avec Thierry. Moi, je vais vous parler du corps, justement, comme ce matin grâce à Yann, et là, j'entends que tu dis quand il n'y a plus personne pour vivre un accident, voilà. Quand il n'y aura plus personne pour vivre une expérience sensori-affectivo-motrice située dans l'espace et le temps et dans un réseau de liens avec d'autres, bah oui, ça posera un problème. Mais surtout, c'est que, comme l'indique mon titre, peut-être que ces agents conversationnels convoquent un simulacre, et un simulacre d'incarnation, justement. Ça ne marche plus. Donc le simulacre d'un corps. Et ça a des implications énormes dans dans la théorie de l'esprit que reprend Serge Tisseron dans un ouvrage qu'il intitule « Quand l'esprit vient aux objets ». Donc voilà, c'est un peu de ça dont je vais vous parler. C'est-à-dire de la projection, je meuble, de la projection anthropomorphique. De toute façon, Dominique en parlait ce matin, depuis le test de Turing, et le premier, j'ai mon premier slide en tête, donc ça va, et le premier programme en IA symbolique de traitement automatique du langage, hein, qui était au fondement du test de Turing, de l'imitation game, mais aussi du premier chatbot de l'histoire, Elisa, développé par Weizenbaum au MIT en 1966, Elisa qui simulait un psychothérapeute rogerien. Alors c'est très simple, hein. Roger, c'est un gars qui face à un patient, va répéter le dernier mot prononcé par son patient. Par exemple, oui, mais ma mère, votre mère. Bah oui, ma mère, elle ne s'entendait pas avec mon père, votre père. Bon, ça c'est très facile à mettre dans un programme, et c'est ce que fait Weizenbaum au MIT. Ça donnait un effet très connu, l'effet Elisa, l'effet de dépendance affective à l'égard d'une machine conversationnelle. Et qui a étonné Weizenbaum au point qu'il a dit « Jamais un programme autant que le mien n'a nécessité d'être explicité ». Il a pris peur. Bon. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les IA conversationnelles génératives comme ChatGPT, eh bien, nous sommes avec une finalité qui est de simuler une conversation, c'est-à-dire de simuler des tours de parole dans une interaction communicationnelle avec un humain.
Voilà. Et donc aujourd'hui, on a deux types de chatbots. Grosso modo, on a des chatbots qu'on intitule Task-Oriented Bots, c'est-à-dire des chatbots métiers, ressources humaines, finances, celui de la SNCF que vous avez peut-être utilisé, donc qui sont sémantiquement centripètes sur un univers sémantique qui se rapporte à ce métier. Et puis les chatbots comme ChatGPT, qui sont des chatbots universalistes, généralistes, qui sont sémantiquement centrifuges. Et l'un comme l'autre utilise un mix entre de l'IA symbolique et de l'IA connexionniste, c'est-à-dire de l'IA à base de règles qu'on impose à des datas, et puis des IA connexionnistes qui partent, que je paraphrase Dominique de ce matin, qui partent des règles pour identifier en fait un modèle qu'ensuite on va utiliser à toute nouvelle donnée d'entrée. Alors chez Orange, nous, dans notre programme, on s'intéresse à l'articulation entre la conception et l'usage. Donc on a deux questions de recherche et puis deux hypothèses. La première concerne la conception, c'est artefact de la transformation digitale, des organisations, du travail. Un chatbot tient-il sa promesse conversationnelle, au fond? On fait une hypothèse, c'est qu'en fait, ça n'existe pas, la conversation avec un chatbot. Et je crois que nous l'avons vérifié en partie. Voilà. Côté de l'usage, notre question, c'est programmé pour s'adresser à nous. Les chatbots peuvent-ils nous influencer, comme le souhaitent les technologies persuasives, depuis Fogg et Thaler. Et notre hypothèse, c'est que la rareté des phénomènes d'identification projective limite en réalité cette influence. C'est-à-dire que les êtres humains que nous sommes sont beaucoup moins dupes que ne l'imaginent les marketeurs des technologies persuasives. Et je vais y revenir sur ce que signifie l'identification projective. Et donc ces deux hypothèses, elles nous semblent validées. Pourquoi? Parce qu'en nous appuyant sur... alors, Yann a parlé de Merleau-Ponty ce matin. Je mobilise de mon côté plutôt Anzieux et Fontanigne, qui disent tous deux, et en particulier Anzieux dans un ouvrage remarquable qui s'intitule La théorie du moipeau, ou le moipeau, que finalement, contre l'acception commune, c'est le somatique est la condition du psychique. C'est-à-dire qu'au fond, l'un comme l'autre disent, sans corps, il n'y a pas de subjectivité, il n'y a pas de moi, et sans corps, il n'y a pas d'intelligibilité non plus. Comme un chatbot n'a pas de corps, finalement, un chatbot, qu'est-ce que c'est? C'est de l'inorganique organisé pour simuler de l'organique. Et cette simulation, en fait, elle se traduit par un simulacre d'incarnation, c'est-à-dire simulacre de présence d'un corps incarnant une parole. Et ce simulacre d'incarnation, il n'est possible, encore une fois, pour reprendre ce que disait Dominique ce matin, que parce que technologiquement, il y a une tokenisation massive et généralisée de la langue, ainsi qu'une vectorisation, c'est-à-dire que chaque token est projeté dans un espace vectoriel, parfois à plus de 500 dimensions, donc je vous laisse imaginer ce que ça représente en termes de capacité de calcul. Et ce simulacre d'incarnation, il a un défaut qui fait défaut. Donc il a un défaut, c'est qu'il n'y a pas de corps, et ce corps, il fait défaut, c'est-à-dire qu'il crée un manque. Donc qu'est-ce que ça génère? Une dissonance cognitive chez l'utilisateur, et cette dissonance cognitive, elle se traduit souvent par une tension déstabilisante qui demande à être levée. Parce qu'une machine nous parle, au fond, c'est pas forcément concevable, surtout si elle ne dispose pas d'un corps pour incarner ce qu'elle dit. Alors, c'est à ce moment-là que rentre en jeu Kahneman et ses deux systèmes de raisonnement, le système 1, rapide, intuitif, émotionnel, puis un peu plus tard, le système 2, un système plus lent, plus réfléchi et plus logique. Mais en tout cas, ce système 1, rapide, il va nous générer une sorte d'arc réflexe qui consiste à effectuer une projection anthropomorphique dans cette machine, c'est-à-dire de lui attribuer le corps qu'elle n'a pas. Et ce n'est qu'à cette condition que l'on peut faire ce qu'on sait très bien faire, c'est-à-dire mobiliser des schèmes de communication humain-humain. Au fond, ce système 1 fait qu'on va s'adresser à un chatbot comme si c'était un semblable. Heureusement, il y a le système 2 qui rentre en jeu dans un second temps, et qui va nous faire garder à l'esprit qu'il y a un quadruple différentiel entre nous et les machines conversationnelles, que j'ai appelé POOP, phylogénétique. Nous n'avons pas la même histoire du devenir de l'espèce qui est la nôtre et de, entre guillemets, l'espèce des machines. Un différentiel ontogénétique, un différentiel ontologique, nous n'avons pas du tout la même manière d'être au monde, et un différentiel phénoménologique, pour reprendre Merleau-Ponty, qui a été aussi cité tout à l'heure. Aucune machine ne dispose d'un vécu subjectif. Voilà. Et donc,
Là, c'est le système 2 qui rentre en jeu. Mais on peut toujours courir le risque, avec notre histoire de projection anthropomorphique, d'effectuer, ce que je vous disais tout à l'heure, une identification projective qui consiste à identifier pleinement l'objet parlant à ce que nous projetons d'humain en lui au point d'oublier qu'il est un objet. Heureusement, nous constatons dans nos études que ce phénomène est rare. Et c'est justement parce qu'il est rare qu'il limite les ambitions des technologies persuasives. Alors, quand on simule, en fait, on dissimule. C'est classique chez les humains. Et donc, comme il n'y a pas plus dans les machines que ce qu'il y a chez les humains, simulation et dissimulation vont danser ensemble. D'où la nécessité qui a été exposée ce matin et maintenant d'une réflexion éthique au sujet de l'IA. Alors là, je vous ai mis, pour paraphraser Emmanuel, ce qui relève on va dire de l'éthique externe, hein, c'est-à-dire, oui, vous voyez rien en fait. Oui. Je vous donne juste un exemple. Alors, il y a deux colonnes. D'un côté, il y a un communiqué de presse d'Orange du 15 novembre de 2022. Bon, bref, il y a pas mal de lieux communs, comme dans tout ce genre de trucs. Et puis, alors, il y a l'avis numéro 3 sur les agents conversationnels du Comité national pilote d'éthique du numérique. Je vous donne juste la première recommandation. Réduire la projection de qualité morale sur un agent conversationnel. Bon. Je crois vous avoir sensibilisé sur le fait que cet arc réflexe, parce qu'il est réflexe, fait qu'on ne peut pas ne pas anthropomorphiser, et donc je ne vois pas comment on peut réduire quelque chose qui relève d'un arc réflexe. Bon, bref, alors tout ça pour dire qu'en effet, il y a une éthique externe d'un côté qui consiste à être dans un après-coup, donc une logique épiméthéenne finalement, donc qui consiste à évaluer les impacts sur les utilisateurs, sur la société, déterminer les conditions d'acceptabilité de l'IA, les conditions d'explicabilité des algorithmes boîte noire, mais aussi d'encadrer juridiquement la décision automatique, c'est-à-dire d'accepter le caractère inéluctable de la technologie et la réguler dans un après-coup. Alors à côté de ça, il y a l'éthique située. Et peut-être que cette éthique située, elle pourrait se situer du côté de la recherche. Alors là, je vais complètement paraphraser Manuel Zaclade, mais avec son concept de RICOD, recherche, intervention par le co-design, où en effet, là, il s'agit de se débrouiller pour ouvrir des controverses techniques, économiques, sociales, politiques, et puis comme le fait la Tour aussi, de donner la parole à la terre, de donner la parole à l'eau, de donner la parole à l'énergie, hein, dans un vaste système qui va organiser des controverses pour interroger la finalité. Mais au fond, ce que tu disais à l'instant, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est d'abord la question du pourquoi avant celle du comment. C'est-à-dire, au fond, de se décider à co-construire des artefacts qui fassent sens dans une logique de préservation à la fois de l'intégrité humaine et de son biotope d'appartenance. Voilà. Et donc, c'est-à-dire d'interroger non pas après coup, mais en amont les présupposés de la technologie et la co-construire avec les parties prenantes, dont l'usager. Bon, et donc, ça suppose, pour finir, une chose fondamentale pour être du côté du travail, ça suppose peut-être, et en tout cas chez Orange, une évolution du métier du designer qui va utiliser ce qu'il sait faire, hein, fabriquer de l'intelligence collective et coopérative, mais en le doublant d'un éthicien qui va mettre en scène des controverses afin d'interroger les finalités. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous avez raté de magnifiques slides. Mais, bon, c'est pas grave parce que on a imaginé. Hein, c'est le travail. Voilà, on se les a représentés. Donc, on a essayé de faire vite. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, normalement, comme on a commencé vers 15-17, on devrait avoir un petit temps de discussion. Et donc, je ne sais pas qui fait circuler les micros, mais en tout cas, voilà. Marcello. Oui, merci beaucoup. J'ai une question pour Thierry, du coup, sur cette question du corps. Il est évident que, même un peu à cause de l'article de Turing, Delimitation Game, dans lequel
il fait toute une série de précisions justement pour éliminer les corps. Il faut qu'on ne voit pas les personnes derrière une porte, parce qu'il ne faut pas qu'on voit la graphie non plus, parce qu'on pourrait déterminer dans l'imitation game qui est l'imitation game original, donc qui est une femme et qui est un homme sur la base de l'écriture. Donc il y a vraiment un travail de faire abstraction du corps, et donc on définit en effet l'intelligence comme quelque chose. Donc pour répondre à la question est-ce que les machines peuvent penser, il faut faire abstraction du corps. Donc, et en effet, tout ce qu'on a et dont vous parliez, donc les agents conversationnels en particulier, c'est planifié, ça fait partie du jeu de mettre complètement entre parenthèses les corps. Ma question serait, est-ce que vous pensez que c'est constitutif de développement possible dans le champ, ou est-ce que finalement, si le développement s'est déplacé, qu'on revenait plutôt à un imaginaire à la Asimov, où on pense robot et donc on pense machine qui finalement a un corps et a des senseurs, des trucs, etc., qui l'insèrent dans un domaine multisensoriel, est-ce que ça déplacerait pas simplement le problème, et que finalement, donc je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, et que finalement, du coup, on aura des machines qui ont un corps, et du coup, l'humain va se déplacer un corps? Qu'est-ce que c'est qu'une machine qui a un corps ? C'est une vaste question. Je comprends bien. Oui, d'abord, oui, c'est vrai que dès l'origine, le corps est totalement mis de côté. Et oui et non, en fait, parce que finalement, le grand postulat des pères de l'IA, c'est de réduire l'esprit au cerveau. C'est-à-dire de réduire la part qui est, on pourrait dire, aphysique à quelque chose de physique, c'est-à-dire le cerveau en tant qu'organe. Bon, et pour moi, cette prémisse, elle est fausse, parce qu'on ne peut pas séparer le corps de l'esprit, et surtout comme le somatique est la condition du psychique, ça devient incontournable de prendre encore ce corps-là. Donc, attribuer un corps à une machine, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais si j'essaye de l'imaginer, ça voudrait dire avoir des définitions suffisamment clair et non ambigu pour pouvoir modéliser l'articulation entre un système nerveux perceptif, un système nerveux autonome et un système nerveux central. Sachant que le système nerveux perceptible, il n'est pas seulement orienté vers les données externes, il capte aussi une partie des données internes, sachant que le système nerveux autonome ne capte pas seulement des données internes à la vie de ce corps, mais il capte aussi des données externes pour réguler la température, par exemple. Et puis, le système nerveux central, il a toutes ces datas-là, et il faut en faire quelque chose pour réguler un vaste système qui est celui du vivant. Donc, je ne vois pas comment on peut modéliser le vivant, et pour reprendre un de vos termes ce matin, l'implémenter fonctionnellement dans un artefact abiotique. Alors, s'il n'y a pas de questions tout de suite, j'en pose une. Bon, d'accord, j'en pose une en attendant, et puis on vous passe la parole. Moi, c'était juste le rapport un peu entre droit et éthique. Donc, qui peut, je sais qu'Antoinette, qui est juriste, par exemple, elle avait une forme de... Elle disait, j'ai pas envie de parler d'éthique, c'est un sujet trop complexe, mêlé à la morale et autres. Le droit suffit, en fait. Et déjà, si on appliquait le droit, disait-elle, on résoudrait beaucoup de problèmes d'éthique. Mais en même temps, quand je vois là le triangle avec les risques inacceptables de scoring social et tout ça, puis que je me rends compte qu'en fait tout le monde le pratique allègrement, on se dit, mais dans le fond, à quoi nous sert le droit ? S'il n'y a pas des possibilités de class action véritablement puissantes, comme celles qui sont peut-être en train d'émerger avec Facebook et autres, tu vois, il y a une espèce d'écart entre ce que tu nous annonces et puis ce que nous visons tous en tant que citoyens, et puis qu'on n'a aucune possibilité finalement auquel on n'a aucune possibilité de s'opposer, tu vois. Alors je vais essayer de défendre le droit. Déjà, le premier point, c'est que le texte que j'ai présenté n'est pas encore applicable. Donc c'est normal que s'il y a des pratiques qui sont interdites dans le texte, mais toujours ne soient pas encore sanctionnées parce que le texte n'est pas encore applicable. Après, la difficulté, donc la réflexion européenne, elle est partie de la notion d'éthique. C'est en 2018 les lignes directrices. Donc le titre, c'est lignes directrices pour une intelligence artificielle éthique et digne de confiance. Donc on est parti, on a commencé la réflexion par la porte de l'éthique, mais en droit, en fait, c'est très compliqué de parler d'éthique parce que si on essaie de trouver un compromis éthique sur l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle en France, on en a pour 20 ans, et encore, c'est même pas sûr qu'on aboutisse.
Au niveau européen, c'est encore plus compliqué. Qu'est-ce que l'éthique pour un Italien, pour un Espagnol, pour un Allemand? C'est une tâche qui est impossible. Donc, juridiquement, en fait, il est obligatoire de repartir sur des notions objectives où on peut tracer une ligne. Ça, c'est interdit, ça, c'est autorisé. C'est la démarche de la Commission européenne. Dans le texte, donc il y a certaines finalités qui sont interdites, et ça rejoint un débat ce qu'on a eu ce midi. Après, ça va être au juge européen, tout simplement, d'interpréter ces notions. Qu'est-ce que le scoring social? Les pratiques en Chine, en effet, ça rentre dans ce que la Commission veut interdire au niveau européen. Mais est-ce que, en termes d'assurance ou des pratiques qui sont plus, entre guillemets, plus subtiles, qui nous choquent moins, mais sont susceptibles d'être de la notation sociale, est-ce que ça va rentrer dans cette définition? Je pense que le texte ne sera pas aussi précis quand il sera adopté. Donc ça va être après au juge européen de dire sur tel exemple précis, oui, ça relève de l'interdiction, ou non, ça ne relève pas de l'interdiction. J'espère que ça répond à la question. Tout à fait. Tu veux dire un mot? Et puis après, Juste pour remonter un tout petit coup sur la question du corps, si on entend corps comme le nôtre, dans le sens corps avec un ressenti, je dirais la meilleure façon de faire des machines qui font ça, c'est peut-être de faire des enfants, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire pour une machine, quoi. Par contre, si on parle d'avoir un corps plus dans le sens mécanique, en fait, il y a déjà un enjeu mais c'est déjà le cas. C'est déjà des choses qui sont que mécaniques. En fait, nous, on y voit du symbolisme partout, on y voit de la signification partout, mais il n'y a pas de signification là-dedans. C'est nous qui le plaquons, ce sont des formes. Et on voit la signification. Il n'y a pas de vie de signification, enfin au moins en première lecture, à moins d'aller vraiment gratter dans les postures philosophiques très très raffinées et dans des grands débats. Mais en première lecture, il y a des champs magnétiques qui passent vers le haut, vers le bas, des canaux de courant qui s'ouvrent, mais c'est de la matérialité. Et du coup, des effectuateurs, il y en a plein. Enfin, l'écran, il s'actualise, il fait des choses. Il y en a de partout, en fait. Et le corps, les machines avec un corps, elles sont dans le sens mécanique du terme et dans le sens pouvoir d'action du terme, elles sont déjà partout ultra contraignantes, bien avant qu'on fasse des machines qui commencent à pouvoir jouer avec le test de Turing. Même si je vois ce que vous voulez dire complètement aussi. Et sur l'éthique et le droit, du coup, je pense qu'effectivement, il y a encore une distinction. Désolé, je vais faire que ça. Si on parle d'éthique comme soft law, code de conduite, des choses comme ça, je suis d'accord, faire appliquer le droit, ce serait déjà pas mal. Et après, ça, c'est une vision réductrice de l'éthique comme ethics dans les anglo-saxons. Ils disent, voilà, moi je suis intervenu dans des projets de recherche, ils disent, vous allez dire ce qu'on a le droit de pas faire ou de faire, ou ce qui est souhaitable de faire ou pas faire, mais comme des critères. Et après, il y a l'éthique, et là, je pense que c'est continu avec le droit, et que il peut pas y avoir de droit sans cette éthique-là. C'est une réflexion beaucoup plus partagée, beaucoup plus générale sur qu'est-ce que ça veut dire une vie bonne. Si on prend Ricoeur, on pourrait ressortir d'autres définitions, mais où là on n'est pas dans mettre un code de conduite sur un truc précis, mais que tout le monde réfléchisse à qu'est-ce qui est souhaitable tous ensemble, avec les divergences que ça impliquera et des choses comme ça. Et là je vois pas comment on peut faire du droit sans éthique dans ce sens-là, même si je te rejoins sur ce que tu as dit. Merci. Alors on a 2 questions. Oui, c'est une question pour Monsieur Pétel du coup. Par rapport donc, alors ça rejoint un petit peu les risques à nouveau. Il y a des risques de pénalités, de sanctions et tout ça. Est-ce que ça va être un peu plus appliqué? Est-ce qu'il y a une façon que ce soit un peu plus appliqué que celle pour le RGPD par exemple? Puisqu'on l'a bien vu, le RGPD c'est un peu la même chose avec jusqu'à X et puis après c'est des chiffres d'affaires. Et on se retrouve par exemple avec Google qui se mange une amende à 100 millions de ce qui représente par rapport à leur CA en fait une broutille. Ils s'en fichent complètement alors qu'on pourrait monter à effectivement 3%. Là, oui, on pourrait parler un petit peu, alors que l'amende à 100 millions, finalement, ça représente 0, je sais plus, j'avais fait le calcul à l'époque, mais c'était quelque chose de l'ordre de 0,13%. Là, on voit, par exemple, ça peut être jusqu'à 6%, c'est intéressant, mais si cette peine n'est pas appliquée, finalement, le scoring social, 30 millions et on fait du scoring social, finalement, est-ce qu'on peut ne pas mettre ça dans le risque du CA et se dire, non, mais finalement, 6%, c'est pas grave. 30 millions, c'est pas grave, 0, c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça, quelque part? Alors, mon opinion personnelle, c'est déjà, pour rebondir sur le RGPD, c'est que c'est un des textes les plus inappliqués en Europe. Je pense qu'il faut parler concrètement. Même les administrations ont du mal à appliquer le RGPD. Les entreprises, j'en parle encore même pas parce que c'est encore plus difficile à contrôler. Donc, c'est la même logique que le RGPD, c'est-à-dire une logique de conformité. Donc le but, l'enjeu, ça ne va pas forcément être est-ce que la sanction suffit
à la personne de respecter le texte, c'est plutôt notre capacité à contrôler. Et à partir du moment où on arrive à trouver une personne qui ne respecte pas le texte sur l'intelligence artificielle, je pense que à partir du moment où on arrive à trouver cette personne va être, par différents biais, amenée à se conformer au texte. Parce que soit elle a envie d'éviter la question, la sanction financière, elle a aussi envie d'éviter le name and shame que, par exemple, la CNIL commence à pratiquer. J'ai mis une sanction à telle entreprise qui ne respecte pas le RGPD. Et donc là, il y a un effet... on met sur la place publique cette entreprise qui ne respecte pas les obligations RGPD. Donc là, il y a aussi, ce n'est pas une sanction financière, mais c'est un autre type de sanction. La difficulté, c'est comment contrôler que toutes les entreprises, toutes les administrations en Europe respectent bien les obligations du RGPD, les obligations du texte sur l'IA. Et là, ça pose la question de quelles sont les capacités du régulateur pour contrôler. Et c'est une question qui a été un petit peu abordée parce qu'il y a un système de gouvernance qui est prévu dans le texte. Mais après, toute la question, ça va être des moyens. Donc budgétairement, capacité humaine. Ça, pour l'instant, on n'a pas vraiment les réponses. Il va falloir attendre les prochains mois, dans l'hypothèse où le texte est adopté, pour voir concrètement comment ça va se passer. Mais c'est une vraie question et c'est une question qui va intervenir après l'adoption. Alors peut-être une dernière question, puis après je vous donnerai l'occasion de réagir chacun. Merci. Je voulais juste, je me demandais en vous écoutant, et la question s'adresse à vous trois, si la question, elle n'est pas, je réfléchissais à Baudrillard en fait, à la question de simulacre et simulation. Est-ce que la question, elle n'est pas aussi de partage du réel et de différence entre le simulacre et la représentation ? Oui, bien sûr. De toute façon, la première instance organique qui est dotée d'une capacité à simuler, c'est justement notre esprit. On n'arrête pas notre j'ose pas dire le cerveau, mais notre esprit ne cesse de simuler. Quand on pense à des personnes défuntes, par exemple, et puis qu'on leur cause, tout ça, c'est un organe de simulation qu'est notre esprit, bien entendu. Donc les choses ne sont pas aussi claires, il n'y a pas vraiment de frontières très, très nettes. Mais néanmoins, pour que cette simulation existe, il faut pour que l'existence psychique permette cette simulation, il faut qu'il y ait du somatique, de toute façon. C'est la condition nécessaire et suffisante. Et sur le RGPD, je voulais juste te donner un exemple. Chez Orange, moi j'ai un terrain là, sur un chatbot dédié aux salariés, parce qu'on est les champions pour développer des chatbots dédiés à la relation client. Aujourd'hui, chez Orange, il y a une force de travail humaine, une force de travail non humaine qu'on met face à nos clients, des chatbots. Et puis, on a développé un chatbot pour les salariés, pour répondre dans la logique de la qualité de vie au travail, pour répondre à l'ensemble de leurs questions au quotidien. Pendant toute la phase de bêta-test, avec 4000 bêta-testeurs dans un premier temps, puis 12 000, on n'était pas du tout RGPD. C'est-à-dire que l'équipe des RH et des concepteurs avait accès aux identifiants des utilisateurs, et donc on pouvait remonter des identifiants jusqu'à l'identité de la personne. On savait qui interrogeait le bot. Donc on n'était pas du tout dans les clous du RGPD. Ça reste entre nous. Ouais, moi, juste sur le côté... je pense qu'il y a quand même une côté qui serait intéressante à mettre en jeu, mais qui n'est pas là, et c'est bien évident, mais sur la responsabilité pénale des personnes physiques, quoi, parce que c'est toujours pareil. C'est que si c'est qu'une question de compenser par des amendes ou de rembourser, si le chiffre d'affaires est suffisant, ça ouvre la porte à ce qu'il n'y ait plus personne qui se sente réellement responsable, et la responsabilité ne se résume pas à rembourser ou à réparer financièrement quelque chose. Donc là, c'est par la bande, mais il y a le même problème de risque d'érosion. Il y a des gens qui vivent la responsabilité. Ça, c'est important. Voilà. Et sur la question de... en fait, pour moi, quand on parle... C'est la performance des machines à nous imiter qui serait juge de paix de est-ce qu'elles sont pareilles que nous ou pas. Et ça, je pense que c'est... Turing, il faut le remettre dans son contexte. Le test de Turing, ça vient d'un quelqu'un qui est... pas scientiste peut-être pas, mais il est influencé par le positivisme logique. C'est tout ce qui n'a pas de conséquences observationnelles intersubjectivement vérifiables n'existe pas. Je vous renvoie, même s'il y a plein de défauts, au texte de Searle dans Minds, Brains and Programs, où il présente l'expérience de la chambre chinoise, où il montre qu'en plus on peut
jouer avec ça, avec l'idée que fait une machine, quelque part elle manipule des formes et en tant que forme, c'est de la mécanique en fait. Et moi je peux faire des opérations mécaniques en respectant des enchaînements de formes et des choses comme ça. Et si vous me le faites faire avec du chinois, je manipule les formes chinoises juste en fonction de leur forme, c'est pas pareil que de manipuler de l'anglais en fonction de la forme et de parler la langue. Et du coup il montre qu'à la limite même de l'intérieur, on peut attaquer des thèses qui diraient que un esprit de toute façon ce n'est qu'une manipulation de programme ou des choses comme ça. Et du coup la pure capacité à donner le change avec ou sans corps, après si on regarde dedans, il y a de la biologie, il y a des choses comme ça. Pour moi les neurosciences pour l'instant sont un bon ami de penser comme il faut la différence entre les humains et les machines. D'ailleurs ta réaction ça a été de parler des systèmes nerveux et des choses comme ça, et voilà, c'est pas les mêmes objets déjà matériels, au-delà de toute autre considération, nonobstant toute autre considération. Le dernier mot là sur cette question de la référence à Baudrillard par rapport au régime du faux dont parlait Dominique Boulier. Nous on a écouté récemment René Boussarin là, qui parle de tous les arts trompeurs, et qui nous rappelle à quel point en vérité depuis que l'homme fait de la mécanique, en fait, on est en permanence dans ce jeu que le cinéma, ce n'est qu'un art trompeur, et qu'il y a des civilisations où regarder un film, c'est interdit. Parce que, justement, on rentre dans un effet de faux, d'illusion mécanique, et que c'est fortement prohibé. Donc, finalement, effectivement, on est dans la prolongation de ce type de pratique. Il faut trouver les bonnes conventions sociales qui fait qu'à un moment donné, la tromperie est acceptable parce qu'on a le sentiment d'en maîtriser les conditions, et à d'autres moments, elle est un peu inacceptable, ce qu'on disait ce matin avec les exposés. Je parlais de Searle, j'ai oublié de vous dire, mais Searle, il le dit, tu l'as dit aussi, mais en fait, on projette tout le temps. Et c'est pas grave, c'est très bien. La porte veut pas s'ouvrir, la porte n'a pas de volonté, la voiture veut pas démarrer. Mais c'est parce que ce que ça reflète, c'est qu'on met des choses de nous dans les machines qui nous entourent. Et c'est très bien. Simplement, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Exactement ce que tu viens de dire, je l'illustre par la bande. Et juste pour rajouter très vite que en fait, les machines conversationnelles font quelque chose que nous ne savons absolument pas faire et qui va dans le sens de ce que tu viens de dire. Par rapport à l'intervention de Dominique ce matin, et la tokenisation et la vectorisation font qu'en réalité, le traitement automatique du langage, avec des séries statistiques énormes, fait que l'on tend toujours vers le sens sans jamais le toucher. C'est ça la vectorisation. On prend un terme, et puis on va faire une analyse, un token, on prend un mot qu'on transforme en un token, et puis on va le calculer dans un environnement de tokens de plus en plus large, qu'on appelle la fenêtre distributionnelle. Bon, mais on fait juste des calculs. Mais nous, les humains, nous ne pouvons jamais séparer les signifiants des signifiés. Si bien que, je vous disais ce matin, il n'y a pas de conversation possible avec un agent conversationnel, et que donc c'est une fausse promesse, tout simplement parce que cet agent conversationnel ne comprend rien ni à ce qu'on lui dit, ni à ce qu'il énonce, et dans ce qu'il énonce, c'est nous qui projetons nos signifiés dans les signifiants qui ont été calculés. Voilà. Donc il n'y a pas de conversation. Merci Thierry. On va pour pas prendre sur la prochaine table. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. J'invite maintenant Thomas Parisot